Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, l'émotion est encore plus vive chez les chrétiens. Ce vendredi saint marque la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Ils ont arpenté les artères des différentes villes en représentant les épreuves du Fils de Dieu avant sa mort. Une histoire dramatique défraie la chronique dans la ville de Baganté, à l'ouest du Cameroun. Un jeune est tué par son voisin de chambre. Le bourreau a fait appel à ses camarades pour en finir avec lui pour une affaire de poubelle. Ils ont instauré un climat de peur dans la ville de Yaoundé. Des criminels ont abusé de plusieurs femmes contraintes par des menaces de garder le silence. 4 de ces malfaiteurs, spécialisés dans le viol en série, sont tombés dans les filets de la gendarmerie. Voilà pour les titres. Aujourd'hui est vendredi saint, deuxième jour du Triduum pascal, principalement marqué par la passion du Christ. Depuis ce matin, des millions de chrétiens à travers le monde commémorent le chemin de croix, une étape qui précède la mise à mort de Jésus-Christ sur la croix. Le reportage à Yaoundé de Daniel Anissé-Boudier, Samuel Ebakissé et Jean-Bernard Tagné. Au rythme des Lessani, les obsèques de Jésus à la façon des Ekambeti. Dans la cour de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé, le peuple de Dieu rassemblé pour le rituel d'une Siliaou, une sorte d'autopsie traditionnelle à l'effet de déterminer les causes et les circonstances de la mort du Christ. Aux côtés du curé Jean-Augustin Otuntolo, l'abbé Jean Zambeu, vice-curé, est au centre de l'interrogatoire. Tous tes enfants ici et ceux qui sont ailleurs, je pose la question, de quoi est mort Jésus-Christ? Pourquoi est-il mort? Vers qui irons-nous? Voilà ce que j'ai posé à l'abbé Jean Zambeu. La cérémonie en cours revêt tout un sens. Les gens qui vont partir avec cette bonne information. Ils vont dire aux gens, pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort de quoi? Parce que quand on a une nouvelle obsèque, quand on a une explication, on peut vivre de ce dé-là avec beaucoup plus de sérénité en sachant que le Christ est mort pour telle ou telle chose. Tour à tour, les fils de la communauté passent enquérir de la situation avec en guise de clôture chaque fois l'exécution de l'Essai. Un rite en hommage aux disparus dont le but est d'annoncer aux ancêtres que leur fils Jésus est en route pour l'au-delà. Et ce vendredi saint est l'occasion de s'intéresser à la symbolique de cette célébration pour les chrétiens du monde. Comment vivre ce moment tel que recommandé par la Bible et comment se préparer, quelle attitude à avoir? Les réponses dans cet élément de Titi Freeman et Thierry Nana. Deuxième jour du Triduum pascal, le vendredi saint est pour les chrétiens du monde une journée importante dans la célébration de la passion du Christ. Ce jour représente pour moi la joie. C'est d'abord une commémoration de ce que le Christ a donné sa vie pour nous afin que nous soyons sauvés. C'est également un moment de partage avec la famille, avec aussi ceux qui sont dans le besoin. Et en ce moment que le non-sauveur prend tout son mot parce qu'il a accepté de donner sa vie pour nous. Et c'est la vraie personne qui nous aime. Sa symbolique, d'après la Bible, est l'expression du combat de Christ et son amour pour les hommes. C'est le combat qu'il est venu mener en mourant, c'est-à-dire donner le dessus à la vie, pour que la vie prenne le dessus sur la mort et que la lumière prenne le dessus sur les ténèbres et surtout que le mal soit détruit pour que le bien règne. Jésus-Christ, sur son chemin pour le Golgotha, souffre et peine, subit l'humiliation
pour que l'homme soit sauvé. Ça symbolise l'amour au paroxysme que Dieu a eu pour l'homme. Un modèle à suivre pour les chrétiens du monde. Le chrétien, en ce jour, doit premièrement réfléchir sur sa propre vie, sur son état de santé spirituelle, et aussi il doit chercher à faire à ce que Jésus est venu combattre par sa mort, c'est-à-dire le mal, soit vaincu dans son cœur. Éviter la haine, les replis identitaires, des discours haineux et toutes ces mauvaises choses qui puent la société. Pour l'occasion, la commémoration de ce chemin de croix vécu par le Christ sera effectuée dans diverses paroisses. Et commémoration sur fond de double tristesse pour les fidèles chrétiens de la paroisse de Diouon dans l'arrondissement de Yabassi. Le lieu de recueillement n'affiche plus fière allure. Envahi par des herbes folles, les bâtiments sont presque sans toiture. Les fidèles désertent ce lieu autrefois point principal de méditation. Le récit de Cyril Kwakam sur les images de notre correspondant David Dianté. Des tôles arrachées par ce bâtiment sans fenêtres et menaçant ruine. Au milieu de cette broussaille, c'est le lieu de prière et de rassemblement ici à PK27. La paroisse de Diouom, dans le canton Boelé, l'unique dans la zone, est laissée à l'abandon. Cette ancienne église n'en revient pas. Je me retrouve ici, 2 personnes. Le pasteur le plus proche vient ici une fois le mois pour me donner la scène. Voilà donc l'église évangélique de Diouom. On ne peut plus faire des cérémonies, les baptêmes, les ceci ou cela, rien de plus. Pourquoi? Parce que tout est cassé, toute l'église, les tours sont partis, les murs sont cassés. Ce lieu de méditation qui autrefois attirait bon nombre de fidèles n'est plus que l'ombre de lui-même, à cause, selon certains, d'une mauvaise gestion dirigée. Cette église avait plusieurs fidèles, mais avec son délabrement, nous n'avons plus de fidèles. Et nous interpellons les responsables de l'église de venir soutenir notre église. Ici, révérends et chrétiens de Diouom, dans l'arrondissement de Yabassi, plaident pour une réhabilitation de leur paroisse. Et en ce vendredi saint, je vous invite dans un voyage vers Abidjan, plein dans la liturgie évangéliste, un insight dans une sorte de colonie camerounaise de la foi exportée vers le pays des éléphants, Côte d'Ivoire, terreau d'exportation de la foi entre guillemets camerounaise, un sujet de Rodrigue Tonguet et Thierry Camteau. Et amène à profusion. Ici à Abidjan, 06, 7e tranche en grès, quartier UP de la capitale ivoirienne, les chrétiens font foule au temple de la foi, répondant à l'appel de leur pasteur. Un Camerounais installé ici depuis 25 ans déjà. Le révérend Raoul Wafo, fils du Cameroun, est une grande figure des églises réveillées en terre ivoirienne. Par un puissant discours auquel il ajoute des artifices dont seules les églises pentecôtistes ont le secret, le pasteur harangue. Au-delà de toute liturgie, au civil, c'est un homme d'affaires opérant dans l'immobilier, de l'or et autres services. Le révérend roule carrosse, un look de businessman assumé, mais sans le port altier, insiste-t-il. Le prédicateur prêche pour une église qui enrichit au plan matériel ses fidèles. Un pasteur coach de vie, coach du pratique. L'abondance n'est pas une abondance spirituelle simplement. On n'a jamais récompensé quelqu'un d'être pauvre. On n'a jamais donné une médaille à quelqu'un parce qu'on a dit tu as été le pauvre le plus extraordinaire. Non. Au centre de la constellation, le révérend Wafo, autour des noms venus du Cameroun. Pasteur Kassi, pasteur Komonier, Bilon, dans un autre ministère, Dieunedor Kamdem et autres figures emblématiques, toutes suivies par de nombreux Ivoiriens, mais aussi une belle brochette de Camerounais, parmi lesquels se comptent des soupirants. Je suis venu vers Dieu parce qu'il m'a parlé, parce qu'il m'a appelé, parce qu'il m'a demandé de mettre les talents qu'il m'avait donnés à son service. Je vais servir Dieu là où on aura besoin de moi. Abidjan, terre fertile pour l'évangile. À la camerounaise, en tout cas, possible Eldorado de la foi. Que ce soit un pasteur camerounais
ou que ce soit un pasteur qui n'est pas camerounais. Le fait que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, ça permet à ce que tout le monde puisse déjà s'intégrer, n'est-ce pas, dans l'écosystème. Vraiment, si tu es camerounais, ne laisse pas passer cette grâce-là. Vraiment, cette sagesse-là, Dieu nous l'a donnée pour cette génération. L'enfant de Dieu n'est pas étranger quelque part. La terre nous appartient. Le credo, suivre l'appel de Dieu et le chemin qu'il a tracé depuis Mathusalem. Lorsque Dieu avait dit à Abraham, lève-toi et va, Abraham ne lui avait pas demandé, est-ce qu'il faut que je prenne ma valise? Il s'est levé, il est parti. Si Dieu m'a demandé de venir ici, je ne vais jamais bouder le plaisir de rester le plus longtemps possible ici. Autre titre, une altercation entre deux amis vire au drame. Un jeune est tué par son voisin de chambre à Baganté, au centre de la querelle. Une histoire de poubelle. La mésentente a poussé le bourreau à appeler du renfort pour en finir avec la victime. Les précisions dans ce récit de Titi Freeman sur les images de notre correspondant à Baganté, Abraham Sarr. Suite à une violente altercation entre son voisin de chambre et lui, Fabrice Tchamba Sime, 32 ans, a succombé à ses blessures ce 28 mars 2024. Nous sommes à Baganté, chef-lieu du département d'Undé, dans la région de l'Ouest. À l'origine de la dispute, une histoire de poubelle et d'excréments qui apparaissait à chaque fois sur la marchandise de la victime. Après les querelles, Samuel Chouta, le mis en cause, aurait fait appel à des amis à lui pour régler le compte de son voisin de chambre. C'est ainsi que le pire est arrivé. J'ai compris les bruits de mototaximan, puisque je suis voisine. Je suis voisin à celui qu'on a tué. J'ai compris les bruits de moto, je suis sorti en courant. Quand j'arrive, je vois les benskins étaient tout entourés de la maison. Les bouteilles sortaient de la maison, les cailloux entraient. Donc, on cassait de partout. Ça, il est entré alors pour aider la police à retirer mon père. Ils ont pris la latte avec les clous. Ils ont tapé la latte ici au niveau de... Ça avait les clous sur ça. Ça avait mal déchiré. Parce que depuis certains temps, les selles viennent jeter devant la barrière. Ce papa, venu rendre visite à son fils, n'a pas échappé à la colère de ces derniers. Il n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de la police. Il me prend, il me tue, il me tape. C'est la police qui est venue me sauver. La dépouille de Fabrice Tchamba a été déposée à la morgue de l'hôpital de district de Baganté. Son voisin et ses bourreaux sont portés disparus. Une nuit mouvementée dans la localité qui a été réveillée par la découverte au quartier 2 de Baganté d'un corps sans vie d'une femme d'environ 60 ans sous le viaduc de Madja. Mais ce qui nous étonne, c'est que les babouches sont au moins à 20 mètres du corps. Donc c'est ça qui m'échappe. C'est le médecin pour nous dire, après l'autopsie. Sans aucune pièce d'identité, le corps de la sexagénaire a été déposé à la morgue de l'hôpital de district de la ville. Une enquête a été ouverte par la brigade de terre de la ville pour déterminer les causes réelles de son décès. Un gang de criminels spécialisés dans le viol collectif en série à Yaoundé. Depuis au moins un an, ils appâtent et abusent des femmes de tout âge, y compris les mineures, contraintes par des menaces de se taire. 4 de ces bourreaux dénoncés quelques temps plus tôt sont tombés le 23 mars dernier dans les filets de la gendarmerie nationale. Entre les témoignages des victimes et le mode opératoire de ces malfaiteurs, voici le reportage d'Ardong Efak et Luc Vandor. Ici, le trio courageux des victimes passées par l'enfer de ces gaillards violeurs. Dénominateur commun, ils habitent tous ce quartier Kausiglon-Kak et environ, à Yaoundé. Nicole se rappelle de cette nuit horrible d'un vendredi de février. Elle pensait au départ que ses agresseurs voulaient juste la dépouiller, que non. J'avais un téléphone avec 500, il n'a pas voulu prendre. Il a remis ça dans mon sac. Quand il remet, il m'amène dans un endroit, dans une maison en construction. Il me dit, il me menace, il commence à me demander de me déshabiller. C'est là qu'il profite de moi, il m'a violée. Cette autre victime est passée entre leurs sales mains. De retour d'un anniversaire, elle est tombée dans le guet-apens. Il avait une bouteille de bière à main, il a cassé la bouteille de bière, il m'a giflé, il a commencé à me blesser avec la bouteille là, pour que je ne résiste pas. Ils ont même déchiré mes vêtements avec la bouteille de bière.
C'est là donc qu'ils ont profité de moi. Les mineurs n'échappent pas à leurs appétits sexuels sous contrainte. Cette petite qui pensait rendre service à un aîné du quartier est tombée dans le traquenard en pleine journée. Il m'a appelé que pays sœur, viens, je pars m'acheter le jus. Quand je pars, il achète, il rentre maintenant le jus. Il dit que viens prendre. Il me dit que Ancre, tu viens me donner le jus. J'entre maintenant, il pousse la porte. Après, il me dit que je ne prends pas le jus. Et après, il refuse, il persiste que prends le jus. Je prends maintenant le jus. Quand je prends le jus comme ça, je bois. Ma tête commence à tourner. Après, je m'évanouis. Maintenant, on m'attache les mains et les pieds. Elle sera violée par les 4 après avoir été droguée. C'est sa dénonciation et la plainte de ses parents qui, le 23 mars, aboutira à l'interpellation des suspects. Lors de les interpellations, on les a pris en pleine consommation de chanvre indienne. Ils ont pour l'habitude, autour de 19h, de filer les victimes. Et au niveau de stade Kansik Lonkak, là, ils les agressent, ils les arrachent toutes les biens et par la suite, ils les violent. Déferment imminent devant le procureur. La justice saura faire le reste. Parlons à présent du rapport, le dernier rapport d'OCHA qui fait état de plus de 3000 personnes qui ont fui leur domicile dans l'arrondissement de Bayan, région du Sud-Ouest. Une situation qui témoigne d'une accalmie incertaine dans ces parties du pays. La société civile s'inquiète pour les femmes et les enfants et surtout pour l'avenir du Cameroun à l'approche des élections 2025. On en parle avec Junior Ossin. C'est une tradition ici à l'esplanade de la préfecture d'Edéa dans la Sénégal-Maritime. Ce 29 mars 2024, plus de 3000 personnes de l'arrondissement de Bayan, département de la Magno, forcées de fuir leur terre en l'espace de 10 jours au Cameroun, soit entre le 16 et le 26 février 2024. Elles sont victimes du conflit qui se vit dans la région du Sud-Ouest, selon le dernier rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Il y a eu au moins 400 personnes tuées en 2023 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, plus de 150 personnes qui ont été enlevées. On a eu près de 900 personnes qui ont été arrêtées, n'est-ce pas, et détenues. Dans son rapport, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU indique que ce déplacement forcé a été observé après que des maisons ont été brûlées par des groupes armés séparatistes. Parmi les plus de 3000 déplacés, l'ONG Un Monde à venir dénombre plus de 60% de femmes et enfants. Nous avons un flux de prostitution, donc le marché sexuel qui s'agrandit. Nous avons des abus également sexuels, nous avons l'exploitation de ces femmes et enfants. Le calme semble utopique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, selon la société civile. Il y a sans doute la calmie, les gens sont fatigués naturellement, mais le conflit persiste, perdure. Il y a d'autres façons de le faire, mais il y a toujours des mouvements de violence qui se font là-bas. La crise sociopolitique des régions du nord-ouest et du sud-ouest a laissé 1,7 million de personnes en besoin d'assistance humanitaire en 2023. Cette crise, débutée en octobre 2016 et qui dès 2017 s'est transformée en conflit armé, a déjà fait près de 6000 morts, d'après le rapport cité ci-dessus. Un autre chiffre, 3,6%, c'est la projection de croissance économique pour la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale d'ici la fin de l'année. Une estimation optimiste, certes, mais qui, de l'avis des experts, devra tenir compte des solutions inflationnistes dues à la hausse des prix des produits pétroliers, du conflit russo-ukrainien, entre autres. Il faut immédiatement procéder à la transformation structurelle de nos économies. Lille Piediou et Colin Staillot. La croissance économique dans la zone CEMAC est projetée à 3,6% d'ici la fin de l'année 2024. La croissance renvoie à la valeur créée au sein de nos économies et cela s'exprime notamment en termes d'augmentation du PIB, du produit intérieur brut. Cela s'exprime également en termes d'augmentation du nombre d'emplois. Cela s'exprime aussi en termes d'augmentation de la part du budget de l'État. Plus généralement, bien évidemment, la
les points de croissance renvoient à la prospérité de nos économies et surtout, finalement, in fine, au bien-être créé pour les populations. Le contexte étant évolutif, il faut tenir compte de l'environnement inflationniste dans la zone CEMAC. Aujourd'hui, notre économie a besoin d'entamer sa mue pour pouvoir opérer une transformation structurelle, c'est-à-dire augmenter ses capacités productives pour justement augmenter cette valeur créée, augmenter le nombre d'emplois, augmenter aussi les contributions des entreprises dans le budget de l'État. Et pour y arriver, notamment les analystes, eux, s'orientent vers un taux de croissance qui doit se situer autour de 8%. Avec 3,6% de croissance en projection, la sous-région est mal partie au regard des 8% évoqués, d'où la nécessité d'accélérer la transformation structurelle des économies. Notamment celles qui sont initiées à travers le programme PREF-CEMAC pour renforcer les infrastructures sur le plan communautaire, les infrastructures de transport, les infrastructures d'énergie, mais aussi il est très important de pouvoir renforcer les capacités d'industrialisation en réfléchissant, et ça c'est le lieu de le dire, au niveau de la COBAC, comment est-ce que les banques peuvent davantage financer notre économie et ne plus demeurer dans ces situations de surliquidité. Le dialogue public-privé sous-régional devient en ce moment un impératif pour stimuler cette croissance économique. À suivre dans le 19h50, opération de charme du Gabon dans la sous-région. Le ministre des Comptes publics gabonais dévoile les particularités de son offre sur le marché financier de la CEMAC. Et nous irons à la découverte de ces galeries d'art à ciel ouvert à Yaoundé. Les tableaux de ces artistes peintres séduisent, mais peinent à trouver preneur. Valeur du Trésor pour l'exercice 2024, la République du Gabon fait la promotion de sa stratégie annuelle. Après Libreville, c'est au tour de Douala, au Cameroun, d'accueillir le ministre des Comptes publics qui vient de présenter les spécificités de l'offre du Gabon sur le marché financier de la CEMAC. Les institutions publiques et privées ainsi que les banques et particuliers sont sollicités pour une dette repartie en bons du Trésor assimilables et des obligations du Trésor assimilables. Une quête de capitaux pour accélérer le développement économique du Gabon. Compte rendu de Monique Naoussi-Fosso et Henri Tinda. L'endettement public que sollicite le Gabon pour l'année 2024 est à hauteur de 884 milliards de francs CFA. Il y a un besoin affiché d'augmenter les dépenses sociales pour améliorer les conditions de vie des populations et construire des infrastructures de base porteuses de croissance. Ce pays de 2,2 millions d'habitants sollicite pour une énième fois le Cameroun dans ce marché des valeurs du Trésor. Nous comptons évidemment, naturellement, sur le compagnonnage, l'accompagnement de nos partenaires historiques et particulièrement sur les investisseurs camerounais. En effet, en concentrant une grande part de la liquidité de la sous-région par son dynamisme et compte tenu de son poids économique, le Cameroun occupe une position stratégique sur le marché des valeurs du Trésor. Il nous faut, pour l'illustrer, préciser qu'à fin 2023, plus de 45% des BTA et plus de 44% des OTA émis par le Trésor public gabonais sont détenus par le SVT camerounais. Sur ce marché financier initié par les autorités de la CEMAC en 2008, le Gabon y est depuis une dizaine d'années. Il compte sur son antériorité pour séduire les prospects camerounais. Sur les 10 années passées, au cours desquelles le Gabon a levé plus de 6 500 milliards, nous n'avons jamais été en défaut. Donc nous sommes crédibles. Nous avons engagé une politique qui repose sur la question de la transparence, par exemple. Cela veut dire que nous voulons établir ou rétablir encore plus de confiance que par le passé. 1 million, montant minimum des souscriptions, avec des taux de remboursement variant entre 5,5% à 8,5%, avec un découpage qui s'étend jusqu'en 2033.
Échange d'expériences entre parlementaires, membres du groupe d'amitié Cameroun-Allemagne et députés membres du groupe d'amitié interparlementaire entre l'Allemagne et les deux pays d'Afrique. Ces derniers ont exploré plusieurs pans de la coopération qui lie les deux pays. Et cette rencontre s'inscrit en marge de la visite au Cameroun de ses élus allemands. Delphine Foncoutene et Serge Alain Zébou. Le Cameroun choisi par ses députés allemands pour leur tournée en Afrique centrale. Ils sont là pour toucher du doigt les réalités des parlementaires camerounais. Se faire sa propre impression, c'est beaucoup plus efficace et apporte beaucoup plus que de lire des dossiers sans fin. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir ensuite ouvrir les bonnes portes qui pourront contribuer à l'approfondissement et à la pérennité des relations entre le Cameroun et l'Allemagne. La coopération Cameroun-Allemagne au centre de leurs échanges ici au Palais des Congrès de Yaoundé, avec les parlementaires membres du groupe d'amitié Cameroun-Allemagne. Les travaux permettent de feuilleter les belles pages de la coopération entre les deux pays. La coopération Cameroun-Allemagne, en général, la relation interparlementaire entre nos parlements et particuliers sont aussi vieilles que le temps. Entre députés camerounais et allemands, on parle santé, culture, politique entre autres. Cette rencontre à laquelle prend part l'ambassadrice d'Allemagne au Cameroun est également l'occasion de remercier ce pays d'Europe pour sa contribution dans la recherche des solutions en vue de mettre fin à la crise qui perdure dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le Parlement convoqué en congrès le mardi 2 avril prochain. C'est la quintessence d'un arrêté signé le 28 mars par le président de l'Assemblée nationale, Kavaïege Djibril. Ces assises qui rassemblent les deux chambres du Parlement visent à recevoir le serment des membres du Conseil constitutionnel, nommé récemment par décret présidentiel. Il s'agit précisément d'Adolphe Minkwaché et Aaron Lokmo-Mbelek. La page Life nous mène ce soir à la rencontre de ces disciples des Beaux-Arts. Ils captivent l'attention à travers des galeries d'art à ciel ouvert dans la ville de Yaoundé. Comme une étoile, leur tableau dévoile la magie de leur inspiration et imagination. Malgré la différence des styles, ces artistes peintres partagent et dessinent même le même rêve, agrandir le tableau des admirateurs afin qu'ils puissent vivre de leur art. Reportage, Karel Mezatachoya et Jean-Bernard Tagnon. Ça captive les regards. Une galerie à ciel ouvert de tableaux, accrochés et adossés le long du mur de cet établissement, non loin du carrefour Warda à Yaoundé. À chaque œuvre, son histoire. Celle-ci, par exemple, dévoile le visage d'une femme africaine aux valeurs en or. Un coup de pinceau de Kaeli. Tout ça, ça ne signifie pas que l'être humain est en nom. C'est juste de la justification pour donner des sens, des valeurs à ce sujet. Ce jeune artiste peintre camerounais est passé par la case formation à l'école des Beaux-Arts de Mbalmayo dans le Nion-Esso, région du centre. Il dit être capable de réaliser au moins 3 tableaux par jour. Son matériel: la bâche et la peinture à huile acrylique, les pinceaux, les brillants avec des différents pigments, les produits chimiques. Son potentiel créatif attire. Cet amateur d'art n'a pu détourner son regard alors qu'il se rendait à un rendez-vous à bord d'un véhicule à usage taxi. J'étais dans un taxi, je suis descendu tout simplement parce que j'ai dit mais c'est fou ça, un gars de ce talent, il ne devait pas être exposé ici. Moi-même j'ai été peintre dans une autre vie. Pour vous dire jusqu'où était mon niveau, j'ai exposé à l'université de Massachusetts aux États-Unis. J'ai exposé dans le hall des Nations Unies à Genève. Après je me suis rendu compte que si je veux continuer là-dedans, je n'aurai rien. Il évoque là l'une des difficultés que rencontrent Kaele et son collègue. Le métier peine à nourrir son nom. Ça ne touche pas aussi beaucoup de gens, mais il y a certaines qui ne connaissent pas la valeur de cette tableau. À ceci s'ajoutent les coûts des espaces dédiés pour pareille exposition, pas accessibles à tous. La raison pour laquelle, comme eux, Adélaïde s'est installée sur cet axe du lieu dit Coron pour vendre ses tableaux confectionnés dans l'ordinateur, imprimés sur toile, puis montés sur des cadres en bois. On aurait souhaité avoir un magasin, mais ce n'est pas évident puisque aujourd'hui les magasins coûtent extrêmement cher, la location des boutiques en fait. Donc pour nous les débutants, on n'a pas assez de moyens, donc on préfère commencer quelque part. Tous
gagne au moins en visibilité tout en apportant de la couleur à la cité capitale. C'est déjà le week-end et comme il est de coutume, chaque vendredi soir, nous vous donnons les bons plans culturels pour vous divertir. Eh bien, allez regarder Valérie Ndongo, Armand Bia, Katino, Maman. Ils vont vous offrir de bons moments. Aruna Zira et Ludovine Gomsi nous présentent les rendez-vous culturels du week-end. Saxophone et clarinette sont en symbiose pour vous faire ressentir la vibe du jazz ce week-end. Le FEJAMAC, Festival du jazz et des musiques actuelles du Cameroun, vous dévoile les pépites du Camer Jazz à Doualart et à l'Hôtel Ibis. Au programme, conférences, débats, ateliers d'éveil sur la musique pour les tout-petits et bien sûr, des spectacles live. Armand Biak, Hervé Ngebo, Jazz Téléchum, Dashi pour ne citer que cela, vous transportent dans l'univers des jazzmen. En plus du jazz, le Bikoti résonne dans la cité économique. La diva Katino revisite ses plus grands succès samedi à 20h à Bonamoussadi. Auprès d'elle sur la scène, le quartier Poto Poto. Laissez-vous conter les histoires les plus drôles d'Afrique par le président de la République du Gondwana. L'humoriste Maman continue sa tournée en Afrique. Après la ville de Douala, il pose ses valises à Yaoundé ce samedi à 19h à l'Institut français. Oups, le spectacle est complet. Il n'y a plus de place. Mais vous avez encore du temps pour le Valérie Ndongo Comedy Club qui se tient actuellement à Yaoundé. Valérie Ndongo, l'homme de show et ses poulains, vous déroule le tapis rouge de l'humour ce soir. Et parlons de sport à présent avec Victoria United qui réalise pour le moment un bon parcours au Play-off 2024. Le club du Sud-Ouest a enregistré sa deuxième victoire en autant de sorties. Dans les deux autres rencontres, Coton Sport de Garoua a renoué avec la victoire. Les détails de la deuxième journée dans cet élément que signe Thierry Nana et Mathieu Fangwa. Dans un match hippique au stade annexe de Bépa, Victoria United s'est imposé face à Gazelle de Marois, un seul petit but à 0. Les fils de l'équipe du Sud-Ouest ont fait étalage de toutes les classes pour battre Gazelle. On nous donne un carton rouge qui ne mérite pas. Donc on ne voit pas le coup de pied donné par l'adversaire, mais on voit plutôt sa réplique. Mais qu'à cela ne tienne, je tiens à féliciter. On va dire bravo aux garçons qui ont tout donné, ce n'était pas facile. Vous savez, avec cette chaleur et puis aussi ces petits aléas qu'ils ont eu ce matin. Et félicitations aussi à Gazelle qui n'a rien lâché. Malgré qu'ils ont joué à 10 contre 11, ils ont vraiment tout donné. Dans l'autre match, Yon Sport Academy s'est imposé au terme d'un match à rebondissement. Par contre, rien ne va plus pour Dynamo de Douala. Les Bonnes Bajop ont à nouveau été défaits. Une deuxième défaite d'affilée, synonyme de zone rouge au classement. Moi, je leur ai dit que pour gagner, il faut donner quelque chose de plus que vous avez. Bon, on a tout travaillé. Bon, maintenant, il faut avoir les tripes. Si on n'a pas les tripes, on n'arrive pas. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Avant d'entrer au stade, on a dit qu'on va mouiller le maillot, on va donner tout et on va gagner pour la population du Nord-Ouest. Donc, on va préparer pour le prochain match pour gagner aussi contre Victoria United. Coton Sport de Garoua retrouve le sourire grâce à sa victoire 1-0 face à la Colombe du Sud et le Canon de Yaoundé accroché par Stade Rennais de Melon un peu partout. Les traditions respectées une nouvelle fois à Edea dans le département de la Sénégal-Maritime avec la cérémonie de remise de dons à la communauté musulmane en cette période de jeûne du Ramadan par la fondation La Main Tendue. Regardez. C'est une tradition ici à l'esplanade de la préfecture d'Edea dans la Sénégal-Maritime. Ce 29 mars 2024, la fondation La Main Tendue se met aux côtés de la communauté musulmane en cette période du mois de jeûne de Ramadan. Des cartons d'huile, de tomates, de sucre, de riz, de pâtes alimentaires et bien d'autres produits de première nécessité sont remis au groupe de musulmans venus d'Edea 1 et 2. Un geste de solidarité et de partage apprécié à sa juste valeur par ses bénéficiaires. Que cet courage que vous avez fait à la communauté musulmane, ce n'est pas à la communauté musulmane d'Edea seulement, c'est à la communauté musulmane du monde entier. C'est l'eau du forage qu'on puisse pour amener à la mosquée et faire l'ablution avec, c'est une bénédiction. Au cours de cette cérémonie de remise de dons à la communauté musulmane d'Edea,
rehaussée par la présence du président d'honneur et promoteur de la Fondation La Main Tendue, Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé, aux côtés de la présidente exécutive Lydienne Ngalé Bibéhé. Le président du comité d'organisation est revenu sur les motivations d'une telle action tout en saluant l'implication personnelle du ministre des Transports pour la pérennisation de ces gestes de solidarité, d'amour et de partage. Cette graine d'humanisme, socle d'une culture, celle d'un développement durable, dans la paix, tel que prôné par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. En cette période de recueillement et de privation chez les fidèles musulmans, la Fondation La Main Tendue, comme à l'accoutumée, s'est voulue attentive aux besoins de ses frères et sœurs musulmans, pour qu'Allah puisse davantage les fortifier. Depuis quelques années déjà, nous avons pris l'habitude de nous retrouver en ce moment de la période du jeûne du Ramadan pour remercier Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, pour la première partie du jeûne déjà parcouru, sans incident majeur d'une part, et d'autre part, pour renforcer nos ressources et notre foi, afin que nous achevions en beauté cet important pilier de l'islam. La Fondation La Main Tendue, c'est un véritable catalyseur social qui a fait de l'accompagnement des couches vulnérables et défavorisées son combat permanent, en renforçant bien évidemment le vivre ensemble au sein des communautés. Pour couronner cette magnifique journée, la mise à disposition de ce forage au village Batombe, où l'on a procédé à la coupure du ruban symbolique pour le bien-être des populations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Et n'oubliez pas, ce week-end, vous serez en compagnie de Mireille Flore des Fofotso à la présentation du 20h, samedi et dimanche. Je vous dis à lundi. Bonne soirée.